l'interculturalité, comment pourrait se faire la communication interculturelle. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, le test a été envoyé en espagnol pour nos frères et sœurs de langue espagnole. Alors aujourd'hui, la présentation tombe un peu avec certains événements, en coïncidence avec certains événements. À l'heure actuelle, euh, en Colombie, se fait l'installation du nouveau provincial de Minuto de Dios. Donc, toute la province, les deux provinces sont réunies là-bas. Et puis, il y a le congrès des associés en France. Il y a un certain nombre d'événements qui ont cours actuellement qui font que nous ne serons pas très nombreux. Mais comme la présentation est enregistrée et sera disponible sur YouTube, beaucoup pourraient suivre après. Euh, je vais dès à présent présenter partager mon écran pour que vous puissiez y avoir accès. Je ne sais pas si vous tous, vous y avez accès déjà. Moi, j'ai accès. OK, bon, merci beaucoup. Euh, Voilà, je suis là. un instant, le temps de l'enlever. J'ai accès aussi. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous voulons réfléchir un peu à tout ce qui tourne, les enjeux d'une communication interculturelle. Euh, on se souvient que à la dernière Assemblée générale, il y a eu une motion, la motion M1-1C, qui disait ceci: en tant que congrégation en sortie, l'Assemblée générale demande aux communautés locales et aux groupes d'associés d'assumer la culture de l'internationalité, de l'interprovincialité et de l'interculturalité dans la congrégation de Jésus et Marie. Donc, tout est venu de cette motion, ce désir de l'Assemblée générale, parce que certainement l'Assemblée a fait le constat que nous allons de plus en plus dans ce monde mondialisé, là, globalisé, vers une culture, une communauté multiculturelle. Elle est déjà multiculturelle, mais le défi qui se pose à ce monde multiculturel, c'est le défi de l'interculturalité. Comment est-ce que les différentes cultures peuvent s'interpénétrer? Et nous disons que pour que la vie puisse continuer à régner, la vie et la lumière de Dieu puissent continuer à régner dans notre congrégation, il nous faut faire cette ouverture vers l'interculturalité. Quand nous prenons le prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 4, qui dit en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie est dans le Verbe, mais le Verbe est par excellence communication. Et donc, c'est quand le verbe est communication que on trouve la vie là-dedans. Donc, la vie circule dans la communication. Alors, que disons-nous quand nous parlons de communication interculturelle? La communication interculturelle, c'est cette capacité à communiquer efficacement avec des personnes de cultures différentes en tenant compte des valeurs, des traditions, des modes de pensée qui sont différents. Alors, pourquoi cela est-il important? Parce que ça permet de réduire les malentendus, de favoriser une certaine collaboration et de créer les ponts entre les cultures. Euh, Ce qui est aujourd'hui essentiel, une fois encore, dans notre monde qui est très connecté.
Et donc, comme bénéfice, on a une meilleure compréhension mutuelle, une grande ouverture d'esprit et puis une amélioration des relations, même la productivité, si on veut continuer à bénéficier de nos communautés multiculturelles, il faut qu'on ouvre la porte à l'interculturalité. Alors, je parle souvent de ces... Les concepts arrivent, hein, multiculturalité, pluriculturalité, interculturalité. Tous ces concepts, il y a beaucoup de communautés, de nos communautés, sont des communautés multiculturelles, pluriculturelles. Mais est-ce que ces communautés arrivent à franchir le pas de l'interculturalité? Alors, chaque fois qu'on parle d'inter, on fait allusion à cet espace commun que nous créons entre deux ensembles différents. Et donc, l'interculturalité va donc désigner cet espace que nous arrivons à créer pas en franchissant le pas de la différence et en allant les uns vers les autres. Et donc, ça ouvre le champ de la compréhension des référents culturels de nos confrères. C'est-à-dire que si nous vivons avec, je vis par exemple, je donne un exemple, je vis avec un confrère sud-américain de Mexique. Il faut que dans nos causeries, je puisse savoir comment ça se fait en Mexique. Je m'y intéresse. Voilà, donc ça ouvre à la compréhension de ce référent culturel qui fait que lui, il pense, il agit, il parle, il conçoit, il interprète, il comprend le monde qui est devant lui. Alors, à défaut d'ouvrir ce champ de l'interculturalité, on rentre, on rentre dans des affrontements si on ne comprend pas le référent culturel de l'autre à partir duquel il parle. On sombre tout de suite dans des jugements et puis ça ouvre le champ libre à des conflits, à des affrontements. Ou bien, on ne comprend pas, mais on ne veut pas faire le pas d'aller chercher à comprendre, de nous intéresser à l'autre. Et donc, on est dans un mode d'évitement dans le but de préserver les chocs culturels. Parce que quand les communautés multiculturelles existent, il y a forcément des chances de chocs culturels. Et donc, quand c'est comme ça, on est dans l'évitement avec une communication à minima. On ne se parle pas parce que, bon, peut-être que je ne veux pas le blesser, je veux pas entrer, voilà. On évite ces choses et puis, bon, on ne rentre pas dans une communication réelle. Maintenant, les différences culturelles ont un impact sur la communication parce qu'il y a des valeurs qui peuvent être différentes, il y a les styles de communication qui peuvent être différents, il y a la perception du temps qui peut être différente, la conception de l'espace qui peut être différent. Alors, en termes de valeurs et croyances, on peut avoir des valeurs, des croyances qui peuvent influencer la façon dont les gens communiquent et prennent des décisions et interagissent. Je vais revenir tout de suite sur donner quelques exemples de ces valeurs et croyances. Et puis, je reviendrai aussi sur la question du style de communication. Certaines cultures sont plus directes que d'autres. Il y a des cultures... Puse español y no hay traducción. Vous avez le test en espagnol. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un peut donner une traduction au fur et à mesure. Et Jenny? Oui? Mauricio sera disponible pour la traduction. Mauricio. Si tu veux, Ah, je peux ok. le faire demain. Ok, d'accord. Merci, Mauricio. Donc, je te laisse résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, s'il te Ah plaît. non, mais... Ok, bon, bueno, hasta ahora el padre comienza a presentar un poco la introducción al concepto
de interculturalización, si lo podemos también decir de la misma manera en español, Interculturalidad. o interculturalidad Ah, también, para comprender y apreciar algo que se da de hecho en cada una de las comunidades en las que nosotros podemos estar. Entonces, el padre da el ejemplo del registro que se da en las comunidades y cómo me puede interesar a la persona que está al frente. Él dio el ejemplo él pudiese estar con un hermano mexicano y en el compartir que se realiza, sería bueno que la otra persona, al abrirse y preguntar sobre su cultura, sobre cómo están viviendo o qué son las cosas que le interesan, entonces allí ya se comenzaría a abrir ese paso a lo que se denomina interculturalidad. Ahí están las preguntas, ¿no? ¿Qué es se comienza a desglosar y a pensar qué es la comunicación intercultural? Por qué es importante? Entonces el ejemplo dado lo puede demostrar y cuáles son los beneficios los elementos importantes que se realizan. Creo que hay algo c'est dans la diapo 4, mon père, peut-être que j'oublie, oui, c'est ça. Entonces hay unas cosas que pueden falsear un poco la comunicación intercultural y crear conflictos si no hay esta apertura para poder llegar a una comunicación intercultural adecuada, donde se deben hacer opciones de comunicación mínima para llegar a este elemento, a estos intercambios interculturales. C'est un petit peu grosso Alors, OK. Gracias, Mauricio. Alors, les différences culturelles et leurs impacts sur la communication, peut-être il faudra introduire un peu cela aussi avant que je ne communique et je ne continue, s'il vous plaît. Tu continues et après je traduis D'accord. pour OK. reprendre l'idée Donc, tout entière. Ouais. OK, d'accord. Alors, les différences culturelles ont un impact sur la communication qu'on fait. Et donc, je vais à présent présenter quelques terrains sur lesquels se joue la communication interculturelle. Le premier terrain, c'est le terrain de l'ethnocentrisme ou ce qu'on appelle le relativisme culturel. Alors, vous allez remarquer que tous les peuples, dans toutes les cultures du monde, ont une tendance à l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que on cherche à assimiler cette tendance qui consiste à assimiler tout ce qu'on voit à partir de ce que l'on connaît chez soi. Hein? Donc, c'est un trait culturel qui conduit une communauté à réduire ou à assimiler les autres sociétés à ses propres normes, à ses propres catégories de jugement, et en classant les autres, par exemple, dans le domaine de la sauvagerie. Et donc, ça se fait par deux moyens. Il y a l'autonyme, la façon dont les peuples se nomment eux-mêmes, et puis l'exonyme, la façon dont les peuples nomment les autres. Et donc, je donne l'exemple des Inuits au nord au Grand Nord canadien, où Inuit veut dire les hommes, c'est-à-dire qu'ils se nomment eux-mêmes les hommes, alors que les peuples qui tournent autour d'eux, ils les traitent de noms d'animaux en les considérant comme barbarois, c'est-à-dire des hommes qui parlent comme des oiseaux. Ou bien, quand on prend l'exemple des colons en Afrique du Sud, quand ils sont arrivés, ils appelaient les autochtones les Samoyédes, et donc ce qui veut dire cannibale. Et donc, quand on lit des récits de ce temps, les premiers récits des peuples étrangers, on constate ces noms qu'on donne aux autres peuples, et ça, c'est un phénomène qui existe dans toutes les cultures. Et donc, je parle des récits ethnologiques qui fleurissent en ce genre de tendance à l'ethnocentrisme. Et donc, ma manière de faire est la meilleure.
Et donc, c'est une tendance qui est naturelle à toutes les cultures. Et donc, C'est bon? je finis avec Ok, l'ethnocentrisme. très bien. Voilà, c'est le dernier point de l'ethnocentrisme. Alors, l'ethnocentrisme va souvent avec des complexes. On peut avoir un complexe de supériorité en étant ethnocentré, c'est-à-dire que bon, quand j'appartiens à la culture dominante, par exemple, je conçois tout comme naturel et évident, ce qui fait que je m'étonne que les autres ne rentrent pas dans ma compréhension de ce qui paraît évident pour moi. Et ça, c'est le complexe de supériorité qui vient aggraver, ça se fait comme un facteur aggravant sur l'ethnocentrisme. Et puis, de l'autre côté aussi, il y a un complexe d'infériorité qui peut aggraver l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait référence tout le temps à la mémoire de son peuple, qui a subi des blessures, et qui se cramponne à ces violences historiques et qui n'est pas capable d'entrer en communication avec les autres et qui y fait référence. Il lit tout ce qui se passe à partir de cette blessure historique. Merci, Mauricio. Muy bien. Muy bien. Entonces, el padre Martín nos recuerda que también podrían activar dentro de Zoom, hay una manera de activar los subtítulos. Ahí pueden colocar, activar subtítulos y escogen la lengua y los subtítulos pueden ser activados en español. Y el Zoom va a regalar una traducción cercana a lo que el padre Anselmo nos está diciendo. Entonces, el padre Anselmo nos comienza a hablar de pues, las diferentes maneras que se puede dar la interculturalidad. Y entonces sí, comienza hablándonos de, para poder tomar conciencia, hay alguna tendencia al etnocentrismo. Entonces, una tendencia que tiene un impacto en la interculturalidad, o sea, de referente, y es a quedarnos realmente, a leerlo todo de una manera muy autónoma y desde las propias categorías que se tienen. Entonces, ahí él señala dos, pues, tu peux retourner à la dernière, à l'autre diapo? Non, pas la suivante, la de avant, la 7. Entonces, hay dos categorías que él establece de autonomía y exonomía. La manera como se nombran los otros y da dos ejemplos. Ahora sí, la siguiente, padre. La siguiente. Los OK. dos ejemplos que se dan, entonces él muestra cómo la manera como, por ejemplo, al llegar los colonos a África, la manera de llamar a los autóctonos del pueblo africano fue denominarlos con una palabra que lo señaló ahí, los samoyed o samoyedes, que era llamarlos de caníbales. Entonces, con los prejuicios que se tienen, se construyen relatos por los cuales no permiten tener una buena lectura intercultural. Eso se debe, a lo último que él decía, probablemente a complejos que se dan. Complejos en primer lugar de superioridad, donde se llega a la otra cultura y la cultura que se siente superior cree que las cosas que ella va a aportar son evidentes, ve a la otra cultura de una manera inferior y también complejos de inferioridad del otro costado, donde el que se siente herido y en sus heridas convoca continuamente a la memoria de las heridas que tuvo y no permite tampoco el intercambio intercultural. OK. Il y a aussi des traductions, pendant qu'on parle, il y a des sous-titres qui sont générés automatiquement on peut consulter au bas de votre Zoom, hein. Maintenant, euh, quelles sont les manières, bon, c'est une question à nous, et quelles sont les manières dont nous nommons les autres, hein? Si, par exemple, on vit dans une communauté multiculturelle, comment est-ce que on utilise l'empathie pour interpréter ce que l'autre fait, ou bien chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, je peux dire, ah, mais c'est culturel, c'est chez eux, ça se fait comme ça. Et puis, la manière d'étiqueter les autres qui les infériorise.
hein, souvent dans la communication génère des relations de pouvoir. Il y a le philosophe français et Michel de Foucault qui a beaucoup travaillé là-dessus. Ou bien, bon, je donne un exemple aussi dans ce cadre-là de pouvoir dans la communication. Quand il y a un débat et puis je dis, bon, moi, je suis spécialiste dans ce domaine, donc je bloque la communication, genre, et s'il n'y a personne qui ait fait la spécialisation dans ce domaine, personne ne peut donner son avis. Donc, je rentre dans une relation de pouvoir avec les autres, quoi. Voilà. Euh, 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 la- à part l'ethnocentrisme, je viens maintenant à la part de l'implicite et de l'explicite dans nos modes de communication. C'est-à-dire que il y a deux formes de groupes ou bien deux catégories de cultures. La première, c'est les cultures à charge, les cultures à forte charge contextuelle. C'est-à-dire qu'ils mettent des accents sur des éléments implicites dans la communication. C'est-à-dire la parole ne dit pas tout, hein. Il y a des moyens, il y a des gestes, il y a des indices non verbaux qu'on utilise pour communiquer, hein. Et Hola, puis, buenos días. buenos días. Et puis, il y a des cultures à faible charge contextuelle qu'on appelle les low context culture, où on privilégie les messages directs, explicites, et on accorde moins d'importance aux éléments contextuels. Je te laisse et puis je vais revenir, continuer après. Mauricio? Entonces, sí, dentro de lo último que viene de explicar el padre, entonces hay diferentes maneras dentro del compartir que realizamos multicultural de compartir, donde se debe tener, o sea, si realmente se denominan en cierta empatía o se tiende a etiquetar a los otros y a tener una mirada inferior. Y ahí es donde el padre cita a un filósofo francés, Michel Onfray, citaste, ¿cierto? Michel Non, Foucault. Michel Foucault, pardon. Ah, mais c'est Foucault, pardon, je me suis trompé. Jean Camus a réagi tout de suite. Donc, entonces en esas relaciones de poder, la manera de comunicarnos puede entrar en una relación de poder donde lo que se pretende es dominar al otro. Hay dos categorías que vienen de ser señaladas. Entonces, una categoría que se llama la alta carga contextual, donde la palabra no lo dice todo, sino que hay gestos no verbales, maneras de expresar las cosas que no son necesariamente con palabras. Hay otra categoría de una baja carga contextual, donde los mensajes más bien son explícitos y se dicen de manera directa. OK. Merci beaucoup. Et donc, quelques éléments qui entrent dans la communication non verbale. Il y a le regard. euh, et puis, même là, il y a des différences. Par exemple, en Occident, en France, regarder son interlocuteur dans les yeux est un signe de franchise. Alors que dans d'autres cultures, dans des cultures africaines, par exemple, le fait de regarder un aîné qui te parle dans les yeux est souvent considéré comme être effronté, c'est pas poli, quoi. Il y a le silence qui parle. C'est bizarre, mais le silence parle. Le silence dit beaucoup de choses. Et dans la culture japonaise, par exemple, le silence est très, très prisé et chose. Alors que si je prends, je vais donner un exemple concret. Quelqu'un qui arrive chez nous en Afrique et qu'on accueille, les cultures africaines sont des cultures collectivistes où on veut, on veut vérifier si la personne est à l'aise. On retourne souvent aller vers la personne, est-ce que ça va? C'est-à-dire que laisser seul une personne, un étranger, c'est ne pas vraiment l'accueillir. Or,
quelqu'un qui arrive et qui n'appartient pas à cette tendance collectiviste, il a besoin de son calme, il a besoin de son espace personnel. Et donc, il va considérer ces allées et venues-là comme des intrusions dans son espace personnel. Il veut du temps de silence pour travailler personnellement. Voilà, quelques exemples. Et puis, le paralangage. Qui constituent comme les caractéristiques vocales, hein, le rire. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un et puis il rit, il s'en va. C'est une réponse qu'il faut comprendre. Et puis le sanglot, l'intensité de la voix, la tonalité, les séparations dans le langage entre les mots, tout ça là, c'est culturel et ça transmet des messages qu'il faut pouvoir décrypter selon les différentes cultures. Je donne aussi un exemple. Moi, ce qui m'a frappé aux Philippines, de façon générale, tu peux dire bonjour à un Philippin en articulant. Et puis, il cligne les yeux, il cligne les sourcils pour te répondre, mais il ne dit pas un mot. Alors ça, les étrangers sont comme dérangés devant ce fait ou devant cette expression faciale. Quand tu arrives et tu n'es pas habitué à la façon de faire, mais tu es complètement désarçonné par rapport à cette façon de communiquer. Mauricio, tu me dis, hein, si je Muy continue, bien. No, je continue. no Ok. traduzco. Entonces, hay elementos que el padre comienza a desarrollar dentro de lo que se denomina elementos no verbales. El primero que desarrolla es la mirada. Entonces, Bon. Oui, vas-y. Mauricio est là. Il me semble que Mauricio doit avoir un problème de connexion. no, Le temps qu'il... el Ok. padre, alguien me cortó el sonido. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, la mirada a los ojos es considerada en Europa como un signo de buena educación. En África, dentro de los lenguajes no verbales, en África es signo de mala educación. Entonces, la mirada es una forma de estas expresiones no verbales. Otra expresión es el silencio. En algunos lugares, pues es muy importante para para la cultura, por ejemplo, japonesa y asiática, el silencio es muy importante y en contra de de la expresión de las culturas que son, por ejemplo, las africanas, que son colectivistas y que dejar una persona sola no es bien visto. El que se acoge siempre debe estar acompañado y hay otras culturas que necesitan más bien su espacio personal. Y por último, estos elementos que son paralenguajes, que nos llevan la risa, las voces, las tonalidades y elementos que tienen que en la comunicación no verbal ser descifrados. Entonces, él señala un ejemplo en Filipinas, como al momento de decir, de saludar, llegas y dices hola, la respuesta no se daba con palabras, sino es de elementos faciales, con los ojos, y eso hace parte de la comunicación no verbal. OK. Maintenant, l'affrontement comme valeur. Dans, je prends l'exemple de la culture française. Quand je prends les spécialistes de la culture française, les sociologues français, ils disent que l'expression franche et directe des divergences est souvent considérée comme un signe de courage et d'honnêteté. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense, il est courageux. Voilà. Et donc, cette tendance puise ses racines dans une valorisation de l'authenticité du franc-parler. Parler franc, c'est une valeur pour le français. C'est typique de l'esprit cartésien français. Alors, cela se traduit par un rituel d'affrontement où les individus manifestent ouvertement leurs différences d'opinion.
parfois de manière vive et passionnée. Et comme le rappelle Jean Gabin dans le film Mélodie en sous-sol, les Français ont tendance à s'engager dans un débat ouvert pour défendre leur position plutôt que d'adopter une approche plus consensuelle et indirecte. Et par exemple, les réunions de travail sont souvent animées, chacun affirme son point de vue avec véhémence. Cette culture de la confrontation tranche avec des pratiques de communication plus nuancées ailleurs ou indirectes observées dans d'autres pays comme au Japon, où le silence et l'évitement sont davantage valorisés. Alors, bien que cette tendance à l'affrontement soit ancrée dans cette tradition, on peut parfois, ça peut parfois constituer un obstacle à la communication interculturelle, par exemple, et si on n'est pas au courant de cette différence de valeurs. Et donc, il est important de comprendre donc, ces différences culturelles qui peuvent animer les uns et les autres et pour pouvoir entrer dans une communication interculturelle et mieux dépasser afin de construire des échanges plus constructifs. Et puis, je viens de parler de l'affrontement comme valeur. Maintenant, l'évitement aussi, ailleurs, est une valeur. C'est l'attitude de bien d'autres cultures face au conflit. Dans son art de guerre, le chinois Sun Tzu recommande, par exemple, plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, de ne jamais affronter directement hein, un adversaire et pour que la victoire soit durable, de toujours laisser une porte de sortie à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'affrontement direct, il faut aller par la ruse s'il le faut. Hein. Donc la ruse est une valeur pour le chinois. C'est une valeur. Ça n'a rien de être malveillant, chose. C'est une valeur qu'il a et qu'il utilise. Et donc, vous allez voir, si vous analysez la façon dont les relations internationales se passent aujourd'hui, la diplomatie chinoise, vous allez retrouver cette attitude-là dans le comportement de la diplomatie chinoise. Donc, je te laisse, Mauricio, parler de ces deux valeurs, l'affrontement et l'évitement. Muy bien, entonces el padre inicia diciendo, pues en el análisis sociológico que se puede hacer desde pues, la sociología y las expresiones. En algunas culturas, por ejemplo la francesa, donde decir lo que se piensa es una muestra de coraje y de valor. Incluso pues se pueden ver, hay un espíritu donde el debate es abierto, cada persona dice lo que piensa y se ve de una manera positiva ser directo en el debate y de esta manera pues se consolidan las diferencias. En otras culturas, por el contrario, el silencio es privilegiado, como ya lo había señalado, y si no se conocen estos elementos, todo eso se vuelve un obstáculo para comprenderse dentro de una comunicación intercultural. Por ejemplo, al final él señala cómo evitar el conflicto dentro de la cultura china es también un valor, más bien lo contrario. El evitar el conflicto, nunca confrontar e ir de manera frontal. Los chinos dentro del Sun Tzu, muchos siglos antes de la era cristiana, llamaban más bien no ir afrontarse de manera directa, sino todo lo contrario, evitar el adversario y de esa manera pues buscar como está la citación ahí, una puerta de salida. Al final él subraya, hoy lo podemos ver en el conflicto y en la manera como se maneja de parte del pueblo chino las relaciones diplomáticas, donde no hay una confrontación frontal. Oui, on a le même exemple, ce que je dis chez les Chinois, on a le même exemple chez les Mexicains, où l'environnement de travail un environnement de travail convivial et détendu est plutôt
plus important qu'une compétition. On évite les compétitions, on évite les affrontements pour créer un environnement de travail qui soit profitable, gagnant-gagnant pour tous, quoi. Et donc, l'esprit d'équipe, on va pas animer, on peut ne pas être d'accord avec ce que l'autre dit et puis ne pas l'exprimer. Alors, à ce niveau, on peut se demander où sommes-nous personnellement entre affrontement et évitement, ou bien si on analyse nos communautés nudistes dans lesquelles nous vivons, qui sont des communautés multiculturelles. Je pense, je prends par exemple nos communautés en Afrique. Toutes les communautés, la plupart de nos communautés sont multiculturelles, hein. Quand vous avez un Béninois, un Togolais, un Ivoirien vivant dans une même communauté, quand vous avez les communautés, la composition actuelle des communautés françaises, avec quelques Africains qui sont insérés, et avec Mauricio qui est aussi à Paris, là-bas, avec Silva, et puis voilà, le père Mouton, voilà la réalité de nos communautés. Où en sommes-nous? Où nous nous situons-nous entre affrontement et évitement? Alors, les sociologues, il y a un sociologue canadien, Jacques Proulx, de l'Université de Sherbrooke, qui a étudié cette question et qui établit une corrélation entre l'histoire de la constitution des États et le comportement des individus, et la culture, je veux dire. Et donc, pour lui, les États qui ont été créés de façon directe, comme des États centralisés, donnent lieu, enfin, de l'espace à la hiérarchie. Et donc, c'est dans ces états-là, la confrontation, l'affrontement est une valeur. Alors que des États, quand on étudie l'histoire des États, quand on prend par exemple l'Allemagne, le fait que l'Allemagne ait traversé la réforme luthérienne a créé une culture au sein des Allemands où les hiérarchies, on se méfie beaucoup des hiérarchies, et puis et cela se traduit dans le comportement des individus. On a donné aussi, il a donné l'exemple du Canada, de l'Allemagne ou le Canada, où c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans cette recherche de consensus, de choses que dans l'affrontement direct. Je laisse Mauricio terminer avant d'aborder un autre point. Muy bien, entonces para terminar el anterior punto, el padre señala el ejemplo de México, donde las personas prefieren ambientes un poquito, pues, mucho más conviviales y menos en la competencia. Y ahí es donde, cerrando lo anterior, nos podemos hacer una pregunta, nos señala el padre de entre las confrontaciones y evitarnos, ¿en dónde nos encontramos nosotros? ¿En dónde estamos? Es allí donde él cita al filósofo, al sociólogo, perdón, Jacques Proulx, y canadiense, y allí se puede señalar que se puede identificar dentro de la manera, si se analiza cómo se han construido los estados, podemos encontrar estados, por ejemplo, como Francia, donde hay relaciones jerárquicas bien establecidas y ahí las confrontaciones directas resultan normales. Pero también hay ejemplos como en Alemania, donde la reforma luterana ha establecido también ciertas formas de comunicación y se desconfía de las jerarquías, y entonces eso genera otras dinámicas de comunicación. Y allí, entonces, como en Alemania o en Canadá, lo más importante es una búsqueda de cohesión y una búsqueda de llegar a puntos comunes. Gracias. Nous continuons. Les compétences clés, nous arrivons vers la fin, hein. Les compétences clés pour une communication interculturelle efficace, il y a l'ouverture d'esprit qui consiste à s'intéresser à ce que l'autre est, d'où il vient,
s'intéresser et à apprendre à lire même des livres, à s'ouvrir à ce qui se passe chez lui, avoir une communication adaptée, c'est-à-dire qu'on ajuste son style en fonction du contexte culturel dans lequel on est. Je suis sûr que chaque fois que nous nous déplaçons, nous sommes des missionnaires, chaque fois que nous nous déplaçons pour aller dans un contexte culturel différent, nous ajustons notre façon de parler. Et ça, ça fait partie des clés d'une communication interculturelle. Pardon, l'empathie, se mettre à la place de l'autre pour comprendre son point de vue. J'ai un exemple qui me fait rire souvent. On dit que un jour, un ver de terre parlait à ses enfants et il les avertissait de la dangerosité des animaux. Et pour le ver de terre, il disait à ses enfants de se méfier des poules et des canards plutôt que des panthères et des lions. Donc, c'est le point de vue du ver de terre, ça. Donc, on rentre avec empathie en l'autre pour comprendre son point de vue. Et puis, la question de la flexibilité. Il y a... Traduzco. je vais finir en même temps. Donc, il y a la flexibilité. Oui, je vais revenir là-dessus. Je finis avec ce slide-là et puis je te laisse. Donc, les stratégies de communication interculturelle, donc il y a cette sensibilisation culturelle, j'ai parlé d'ouverture, qui dit la même chose que la sensibilisation culturelle, me laisser être sensibilisé par d'où vient l'autre. Et puis, l'écoute active, être attentif aux expressions verbales et non verbales. Et puis, la communication adaptée, c'est pareil que l'autre. Et nous avons la culture ludiste de l'interculturalité va dans ce sens. Quand on prend nos constitutions, je cite deux de nos constitutions, la constitution numéro 27, qui dit que la parole de Dieu a le pouvoir d'imprégner toutes les cultures et de transformer les structures sociales. Et surtout, le numéro 64 qui dit que la congrégation est la famille spirituelle où tous ont été accueillis. Les eudistes ont donc le souci de son bien commun. Ils se considèrent comme responsables de leurs frères les plus lointains, comme les plus proches. Et la Constitution commence par les plus lointains. Nous sommes responsables de ceux qui viennent de loin, nous sommes responsables de ceux qui sont de l'autre qui est radicalement différent de moi. Et ils les soutiennent dans leurs prières, les accueillent, s'intéressent à leur mission, à leur vie, à leur culture. Mauricio. Muy bien, entonces hay unas competencias claves para ejercer esta comunicación intercultural y que esa comunicación sea eficaz. Primero, pues tener un espíritu abierto y curioso para prestar pues, atención a las diferencias culturales. Una comunicación adaptada, como lo ven en la diapositiva, que se debe adaptar, ¿no? La persona que llega debe también hacer el esfuerzo de adaptarse al contexto donde ha llegado el padre de su línea como misioneros. Una cierta empatía, ponerse en el lugar del otro y la manera de interpretar, ¿no? En el otro. Entonces él señala un ejemplo con una historia del gusano, ¿no? Que el gusano le habla a sus hijos y les dice de desconfiar de algunos animales, de todos los animales, pero de manera especial de la gallina y el pato, y no del tigre y el león. Entonces, desde ahí, o la pantera. Entonces, ahí la manera de leer el mundo es diferente. Y eso nos permite también la flexibilidad dentro desde nuestra, debe ser la comunicación muy flexible. Entonces, estas estrategias de comunicación
están llamadas, señalan en la otra diapositiva en 3 puntos, ¿no? Sensibilidad, una escucha activa y adaptarse. Y termina señalando 2 puntos. Si ustedes tienen el texto pues en español pueden verlo dentro de la estructura eudista, citando el número 27, donde la palabra realmente tiene un poder de transformación, y el número 24, donde nosotros somos responsables de nuestro hermano. Entonces se señala de nuestro hermano que está lejos, de nuestro hermano, él dice, puede interpretarse el que llega de lejos, y ahí sí es hermano que está más cerca. Je finis avec cette anecdote d'un groupe de voyageurs venant de différentes directions. Les différents groupes sont composés d'hommes, de femmes, d'enfants, des animaux. Et puis, ils entament leur voyage, et épuisés par leur voyage, leur périple. Les groupes arrivent à un carrefour, un carrefour de civilisation. Il y avait du soleil, un soleil ardent, et ils découvrent une oasis très peu profonde, avec une quantité d'eau limitée qui ne pourrait suffire à un seul groupe. Et donc, face à ce manque, hein, remarquez qu'on est un groupe, les ressources deviennent rares, les ressources manquent. Maintenant, vous allez voir les réactions des différents groupes face à cette situation. Le premier groupe, le chef du premier groupe, groupe venant du nord, crie à l'endroit des autres groupes que l'oasis découverte leur appartient, et il ordonne aux autres groupes de s'éloigner, sinon il va faire la guerre. Alors, quand on analyse cette déclaration, on décèle une stratégie de domination. Voilà, domination qui est celle des acteurs qui sont concernés davantage par leurs propres intérêts que par les intérêts des autres. On réfléchit, on définit une stratégie du forcing où on est peu disposé à discuter avec les autres. On souhaite la défaite de l'autre. Et c'est clairement la logique du moi ou rien, excluant l'intérêt de l'autre, quel qu'en soit le cas. Et donc, de là, il y a le chef du groupe qui venait du sud qui répond que, bon, c'est vrai, les ressources manquent. Et il dit, mais il vaut mieux qu'on partage équitablement l'eau de l'oasis comme solution acceptable pour tous. On est loin de la domination, on est dans le communautarisme. Et donc, cette réaction est mise en place quand les acteurs ont autant la préoccupation de leurs propres intérêts que l'intérêt des autres. Donc, tes intérêts et mes intérêts comptent. Donc, c'est la stratégie intégratiste. Et puis, dans cette perspective, la paix consistera à prendre en compte les différences culturelles et à chercher des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Et les gens de l'Ouest, eux, ils préconisent que, bon, au lieu de partager l'eau comme les communautaristes veulent qu'on partage l'eau pour que chacun ait quelque chose, eux, ils disent non, mais dans tel groupe ou dans tel autre, celui qui a des chameaux ne peut pas avoir la même quantité d'eau que celui qui a des chats. Donc, ils demandent qu'on pense à une répartition en fonction du besoin de chaque groupe. C'est la stratégie de l'équité, où on prend, ou bien une stratégie de compromis où on intègre, les acteurs acceptent d'abandonner une partie de leurs objectifs pour rejoindre ceux des autres. Alors, nous, on laisse, donc on peut sacrifier ça pour que vous aussi, vous soyez bien. Comme nous, on n'a que des chats, on va prendre une partie de l'eau
qui va suffire à nos chats pour que vos bêtes, vos chameaux puissent boire autant qu'ils veulent. Voilà. Et puis, on a la stratégie de l'évitement qui vient des gens de l'Est qui disent, mais nous, la beauté de l'oasis suffit à étancher notre soif donc, et notre cœur. Et donc, nous allons contempler le site et puis ça va nous donner la force de continuer notre voyage. Hein. Une contemplation, nous sommes tournés vers l'intérieur. Donc, ils avancent une réponse juste pour ne pas entrer en confrontation avec les autres. Ils taisent leurs propres intérêts et ils laissent les intérêts des autres juste pour éviter des chocs. Oui, Mauricio, c'est un peu long, mais je suis sûr que tu vas te débrouiller. Entonces, el padre te quiere señalar como una anécdota, un cuento donde hay diferentes viajes y como que se dan en cuatro etapas, ¿no? La primera etapa, pues hay grupos que parten de diferentes clases, hombres, mujeres, niños. El segundo momento, pues ellos llegan a un momento donde hay se entrecruzan y frente a un oasis de agua, donde hay un conflicto y tienen el agua al frente. Y entonces se comienzan a establecer ciertos líderes para poder saber qué hacer con esta agua. Entonces se señala cuatro maneras y cuatro líderes que se establecen para acceder a esta agua. La primera análisis es una vivencia de dominio, una estrategia de dominio, donde el otro pues se sobrepone y se establece una lógica de dominar. La segunda es de las personas que Sur, vienen del sur. del sur. Entonces es una estrategia donde no debemos compartir para todos el agua y el oasis puede alcanzar para todos. Entonces es una estrategia comunitarista donde pues todos deben compartir el agua y están llamados a hacerlo. El tercero es, es de aquellos que vienen del oeste y es una estrategia donde no todos tienen la misma necesidad de agua. Algunos tienen mayor necesidad que otros, entonces se hace un compartir del agua más bien equitativo, donde los que tienen mayor necesidad van a tener mayor acceso al agua y los que tienen menos van a sacrificar un poco. Ahí se dan ciertos sacrificios de parte de unos para que los otros que tienen mayor necesidad puedan acceder. Y por último, están aquellos que vienen del este, donde ellos prefieren una mirada más bien contemplativa, ven el oasis, pero dicen, contemplando el oasis para nosotros es suficiente, no necesitamos más. Y es una estrategia de evitar, porque ellos ven el conflicto, ven que si entran ahí adentro puede haber conflicto, entonces la manera de no llegar al conflicto es evitarlo y ellos dicen, no vemos, contemplamos el oasis, pero más bien damos un paso al lado y seguimos adelante y es otra manera también de entrar en relación. Oye, ese un peu. Conclusion. Oui, très bien. Merci beaucoup. Conclusion, nous avons réfléchi cet après-midi, ce matin en Colombie, sur la communication interculturelle qui devient de plus en plus essentielle dans notre monde et surtout pour nos communautés eudistes où nous avons de plus en plus de communautés multiculturelles, pluriculturelles. Et nous avons dit que pour atteindre l'objectif de l'interculturalité, c'est-à-dire créer un espace de dialogue, de communication, un espace où on peut vivre, un espace du vivre ensemble réel, il y a des défis que nous devons relever, et il y a des obstacles que nous devons franchir, et puis il y a des compétences nécessaires qu'il nous faut acquérir. Et donc, nous sommes appelés
à agir de telle sorte que nous améliorions nos capacités interculturelles et puis que nous partagions, que nous soyons d'accord sur nos objectifs en tant que communauté, en tant que congrégation, c'est quoi nos objectifs? Et quand nous sommes sûrs que des objectifs sont partagés, nous voyons, nous évaluons si tout le monde va dans cette direction. Et donc, si c'est ce qui va nécessiter, il va nous convaincre que nous devons vivre ensemble et partager, nous intéresser les uns aux autres. Merci beaucoup por votre atención. Entonces, como conclusión, el padre muestra que realmente con el diálogo incluso que él señala que esta mañana tuvo con la provincia de Colombia y en Colombia, hay una importancia que crece cada día para la comunicación intercultural y para la comunicación cultural. Entonces, en un mundo que cada día pues crece en la globalización, donde hay desafíos que se deben superar y deben ser sobrepasarlos. Y desde ahí una necesidad de adquirir ciertas competencias para poder afrontarnos, pero es importante que para ello se tengan objetivos claros, objetivos donde todos podamos dialogar, saber y identificar si todos estamos caminando hacia el mismo objetivo y desde ahí pues compartir en cada momento para evaluar si esos objetivos comunes son compartidos con todos. Alors, avant de laisser la parole pour peut-être quelques échanges de 10 minutes, 15 minutes ou plus, je voudrais remercier, il y a une commission qui réfléchit sur les questions d'interculturalité et cette commission est composée des pères Pedro Pablo, provincial de la province de Colombie, du père Jean-Marie Akoum, qui nous sert beaucoup d'interprètes dans cette formation, et Madame Jenny, qui est actuellement, elle est associée eudiste, et qui est actuellement connectée, le père Urbain Yameogo, qui est en France, et puis le professeur Francisco, qui est aussi un associé eudiste et professeur à l'Université Minuto de Dios en Colombie. Je voudrais leur dire un grand merci pour leur apport, leur réflexion, le travail qu'on a fait. Jusqu'à maintenant, on a mené ces réflexions ensemble. El padre terminar agradeciendo a todo el equipo provincial que ustedes vienen a escuchar la citación. Yo creo que no es necesario traducir eso. Yeah. Voilà. Donc, les questions, les réactions, les compléments sont les bienvenus.